Bienvenue sur la chaîne, le Café du Crime. Abonnez-vous pour soutenir notre contenu, ou soyez maudits. Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part en Sibérie, à Novokuznetsk, milieu des années 90. Faut imaginer un immeuble assez banal en apparence, sauf qu'il y a cet appartement, le 357. Et là, une odeur épouvantable, vraiment. Ça alerte les voisins. Et quand la police finit par entrer, c'est l'horreur absolue. Des restes humains partout, certains qui cuisent encore sur la gazinière. Une puanteur indescriptible. L'homme derrière tout ça, c'est Alexander Spesivtsev. La presse l'a vite appelé le cannibale sibérien ou le boucher de Novokuznetsk. Oui, mais ce qui frappe d'emblée, et les sources insistent beaucoup là-dessus, c'est l'implication de sa mère, Ludmila Spesivtseva. Son rôle est constant et vraiment troublant. C'est ça. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec les infos qu'on a. Comment une telle violence a pu naître, mais surtout, comment elle a pu être protégée si longtemps. Exactement. On va explorer la dynamique familiale que les sources décrivent comme carrément toxique. Le parcours psy d'Alexander aussi, qui est complexe. Et sans oublier le contexte de l'époque. La Russie post-soviétique, les années 90, c'était le chaos. Ça a dû jouer un rôle. Ah oui, certainement. Le contexte institutionnel, social, tout ça a son importance. Bon, alors, commençons par le commencement. Son enfance. Qu'est-ce qu'on sait de ses premières années ? Alors, il est né en 1970 à Novokuznetsk. Les témoignages, les documents le décrivent comme un bébé, puis un enfant très chétif, tout le temps malade. Fragile donc. Très fragile. Et le père, c'est la figure classique, malheureusement, alcoolique, violent, assez distant émotionnellement. Et souvent absent, j'imagine. Oui. Ludmila finit d'ailleurs par le mettre dehors. Et c'est là qu'elle prend toute la place. Vraiment toute la place. Et c'est là qu'il y a un truc bizarre quand même. Cette femme, Ludmila, elle est enseignante et elle se présente un peu comme une spécialiste de la souffrance des enfants. Exactement. Une image publique assez paradoxale, oui. Parce qu'en privé, la relation qu'elle tisse avec Alexander... C'est tout le contraire de ce qu'on attendrait. Comment c'est décrit justement cette relation ? Les sources parlent d'une relation fusionnelle, ouais. Carrément pathologique. Elle l'isole complètement du monde extérieur. Elle le couve. Plus que ça, elle le traite en petit prince fragile. Elle contrôle absolument tout. Apparemment, elle continuait de le baigner, de dormir avec lui, même pendant l'adolescence. Ah oui, quand même. Et surtout, elle lui inculque cette méfiance maladive envers tout le monde. Le discours, c'était « c'est nous deux contre le reste du monde ». J'imagine les dégâts sur son développement social. Il grandit complètement inadapté socialement, isolé. À l'école, c'est une cible facile, il se fait harceler. Du coup, il accumule de la colère, j'imagine. Une colère énorme, rentrée, et cette conviction que seule sa mère l'aime et le protège. C'est une emprise totale, qui le coupe de la réalité, des normes. Ça fait penser, même s'il faut nuancer, à d'autres dynamiques mère-fils vues dans des affaires criminelles connues. Ce qui est frappant, c'est que cette dynamique, elle n'a pas juste permis les choses, on dirait qu'elle les a nourries activement. Ludmila elle-même avait des centres d'intérêt un peu glauques, non ? Tout à fait. Les sources mentionnent une fascination pour le crime, les cadavres, les affaires non résolues. C'est assez net. Et après avoir perdu son poste d'enseignante, pour une histoire de vol de matériel, c'est ça ? Oui, un vol de matériel, de plomberie apparemment. Un truc assez banal, mais elle est licenciée. Et elle trouve un job de secrétaire dans un tribunal. Et là, elle a accès au dossier. Exactement, au dossier criminel et surtout aux photos des scènes de crime. Des photos très crues, très graphiques. Et au lieu de protéger son fils de ça, elle partage. C'est ça qui est terrible, c'est ce que les documents suggèrent fortement. Elle lui montre ses photos de corps mutilés, elle lui explique les détails. Et lui, comment il réagit ? Il aurait dit trouver ça excitant. Et sa mère, au lieu de s'alarmer, elle aurait encouragé cette fascination morbide. Donc la perversion est non seulement tolérée, mais cultivée à la maison. C'est ça. C'est comme un entraînement à l'horreur, en fait. Ça se passe dans le huis clos familial. Et son comportement à lui, à Alexander, il commence à inquiéter autour. Les voisins, par exemple. Oui, les voisins le décrivent ado comme quelqu'un de pâle, très renfermé, avec un regard fixe, dérangeant. Il écrit aussi, non ? Dans des carnets. Oui, il griffonne obsessionnellement dans des carnets secrets. Et si quelqu'un essaie de regarder, il pique des colères noires,
incontrôlable. Et ces fantasmes deviennent plus... Sombre. clairement. Fantasmes violents, intérêt pour les tueurs en série, l'idéologie nazie même. Et puis, il y a les actes concrets, la cruauté envers les animaux. Ah oui, ça c'est un marqueur souvent cité. Exactement. Ils torturent et tuent des chats, des petits chiens, des écureuils du voisinage. C'est un signe d'alarme classique, ce qu'on appelle parfois la triade de McDonald's chez certains futurs criminels violents, même si c'est pas systématique bien sûr, mais là c'est documenté. Et ça n'alerte personne plus que ça. Apparemment pas assez. Ou alors c'est minimisé. Sa santé mentale, en tout cas, elle commence à sérieusement décliner à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Au niveau psychiatrique, Il tente des études supérieures, mais c'est un échec rapide. Psychologiquement, ça va de plus en plus mal. Il finit par être diagnostiqué. schizophrène, Schizophrène et psychopathe. Les deux diagnostics sont posés. Il y a même un incident assez bizarre lors d'un séjour à l'hôpital. lequel? Il aurait convaincu un autre patient de lui insérer une bille en métal dans l'urètre. Apparemment, il espérait que ça augmente sa libido. Et le résultat? Surtout une douleur chronique et des problèmes d'érection. Ça montre bien à quel point il était perturbé, déjà à ce moment-là. Mais malgré tout ça, les diagnostics, les comportements, ils ne restent pas longtemps internés. Comment c'est possible? Il faut vraiment comprendre le contexte de l'époque, la Russie des années 90. Le système de santé mentale est en plein chaos. Manque de moyens, hôpitaux débordés. Exactement. Sous-financement chronique, manque de personnel, pas de structure de suivi. Dans ce bazar, beaucoup de patients qui auraient dû rester internés et traités sont relâchés. Faute de place, faute de tout. Et Spesivtsev, il profite de cette faille. Complètement. Il est libéré bien trop tôt. Et il retourne où, à votre avis? Chez maman, évidemment. Voilà. Retour à la case départ, sous l'emprise de Ludmila. Et là, le mélange est explosif. Schizophrène, psychopathe, sadique, isolé. Et une mère qui non seulement couvre, mais qui a peut-être même encouragé tout ça. Le système l'a non seulement lâché, mais l'a renvoyé dans le milieu toxique qui l'avait façonné. Sans aucun suivi en plus. C'est dramatique. Et c'est là qu'arrive le premier meurtre connu. L'affaire Eugenia Gozelnikova, en 1991. Oui, Il attire cette jeune femme chez lui, une dispute éclate, pour une raison apparemment futile, mais ça dégénère très vite en violence extrême, il la séquestre. pendant des semaines. Des semaines d'abus physiques, psychologiques, constants. Finalement, ce sont les parents d'Eugenia qui s'inquiètent, qui alertent à la police. Ils la retrouvent dans l'appartement, mais dans un état épouvantable. Couverte de plaies, d'infections. Elle ne survit pas. Non. Elle meurt peu après à l'hôpital, de septicémie, une infection généralisée. Les mutilations sont tellement graves qu'on n'arrive même pas à savoir comment ça a commencé exactement. Et Ludmila, son rôle à ce moment-là? Les sources sont formelles. Elle est active. Elle aide Alexander à nettoyer l'appartement de fond en comble, faire disparaître le sang, des affaires d'Eugenia, tout. Elle est arrêtée pour complicité. Oui. Et sa défense, c'est hallucinant. Elle dit qu'elle a fait ça par amour maternel. Et ça marche. Elle n'est pas condamnée. Non, c'est incroyable, mais elle est relâchée. Manque de preuves suffisantes à l'époque. Manque de volonté d'aller plus loin. Difficile à dire. Et Alexander? Lui, il est jugé irresponsable pénalement, à cause de son état mental. Il est renvoyé en hôpital psychiatrique, mais cette fois dans une unité sécurisée. Ce premier crime montre déjà tout le schéma en fait. La violence de fils, la complicité active de la mère, et un système qui laisse faire en quelque sorte. C'est exactement ça. Et malheureusement, son séjour en hôpital sécurisé ne va pas durer si longtemps que ça. Encore une fois. Oui. Il apprend vite. Il apprend à jouer le jeu, à simuler le calme, le remords. Les médecins le décrivent comme calme et coopératif. Il les manipule. Et il sort. Après combien de temps? S'assurer qu'il prendra son traitement. Ce qu'elle ne fera jamais, on s'en doute. Bien sûr que non. Et le pire, vraiment le point crucial, c'est que sa sortie n'est pas signalée à la police locale. Quoi? Ils ne sont pas au courant? Non. Pour la police, il est toujours interné. Il disparaît complètement des radars. C'est terrible. Donc on a un homme dangereux, libéré, sans traitement, sans surveillance, retourné chez sa mère complice et invisible pour la police. Une bombe à retardement. Exactement. Et le contexte de Novokuznetsk en 1996, cette ville en crise, ça va être le détonateur. 1996, l'année de la folie meurtrière. Novokuznetsk, à ce moment-là, c'est une ville qui souffre économiquement, socialement. Beaucoup de criminalité, les services publics à la ramasse. C'était un terreau idéal, malheureusement. Un prédateur comme Spesivtsev, protégé par sa mère, inconnu des services de police, il pouvait agir, presque tranquillement. Il trouve un petit boulot, mais
Ça ne dure pas. Ah non, très brièvement. Puis il se retranche à nouveau dans l'appartement avec Ludmila. Les voisins entendent des choses, hein. Des bruits bizarres, des coups, parfois des cris étouffés. Et Ludmila, Elle réussit toujours à calmer le jeu. Soit elle embrouille les voisins, soit elle conduit la police quand elle daigne se déplacer. Elle contrôle la situation. et c'est là que la série de meurtres explose vraiment. Et les sources disent que Ludmila est encore plus impliquée. Oui, début 1996, elle participe carrément au recrutement des victimes. Elle aide à attirer au moins 2 jeunes femmes chez eux. Et le mode opératoire est déjà là. Déjà bien rodé, 7, viol, torture, meurtre et démembrement. Ensuite, Ludmila aide à se débarrasser des corps. Faut imaginer la scène. Descendre les sacs par les 9 étages. Pour aller les jeter dans les terrains vagues ou dans la rivière. C'est ça, sa complicité est totale. Logistique, essentielle pour qu'il puisse continuer. Et l'horreur monte d'un cran. Oui, ça s'accélère très vite. En quelques mois, c'est la frénésie. Avril, mai, il s'en prend à des jeunes garçons, des ados, attirés avec des prétextes bidons, puis des filles. Toujours le même schéma. Viol, torture, ceux qui résistent sont poignardés, puis le démembrement avec l'aide de Ludmila pour l'élimination. Et c'est là qu'apparaît le cannibalisme. Il commence par nourrir son chien. Oui, avec des restes humains, puis il se met à en cuisiner et à en manger lui-même. Les descriptions parlent de quelque chose de froid, de méthodique. C'est devenu sa routine. L'été 96, ça s'emballe encore. Oui, juin, juillet, août, les victimes se multiplient. Des jeunes filles, mais aussi une femme de 40 ans, un homme de 35 ans. Le démembrement est décrit comme de plus en plus précis. Et la police ne le suspend toujours pas. Pendant un temps, ils pensent que c'est un autre tueur, un certain Oleg Rykhlov. Mais même après l'arrestation de Rykhlov, les meurtres continuent. Ils sont sur une fausse piste. Jusqu'à l'horreur finale. Les 3 dernières victimes retenues captives. C'est ça. Ludmila aide encore à attirer 3 adolescentes, Nastia d'abord, puis Zena et Ola, qui ont 15 ans. Et là, ça tourne mal très vite. Oui, dès leur arrivée, Nastia sent le piège. Elle essaye de s'enfuir. Alexander la tue sur le champ, devant ses amis. Mon Dieu. Et les 2 autres? 4 heures. Et là, c'est un mois de calvaire absolu qui commence pour elle. Les sources décrivent l'indescriptible. Viols répétés, tortures. Elles sont forcées de démembrer le corps de leur amie Nastia, de regarder Alexander nourrir son chien avec les restes. C'est insoutenable. Il y a même cet épisode terrible où il essaye de recoudre une blessure à la tête de Zena avec une aiguille et du fil normal. Pendant ce temps, sa sœur à lui, la fille de Ludmila, passe dans l'appartement. Elle voit des choses. Elle ne dit rien. Non, elle ne signale rien aux autorités. Et c'est un truc complètement banal qui va tout arrêter. Une histoire de plomberie. Oui, c'est presque absurde. Un problème de tuyauterie dans l'immeuble. Les plombiers doivent intervenir dans l'appartement 357. Et il refuse de les laisser entrer. Alexander et Ludmila bloquent l'accès. Les plombiers insistent, trouvent ça louche, peut-être l'odeur aussi. Ils finissent par appeler la police. Et cette fois, la police force la porte. Oui, et là c'est la découverte. L'odeur, le sang partout, sur les murs, le plafond. La fameuse casserole qui mijote sur le feu. Avec des restes humains dedans. Oui, et dans la salle de bain, le torse décapité d'un enfant, d'autres morceaux. Et au milieu de ce carnage, il trouve Ola, Vivante. vivante, enchaînée, mutilée atrocement, mais vivante et consciente. C'est la fin du cauchemar, la fin de l'impunité. Ola va mourir 3 jours plus tard, mais elle a le temps de parler. Son témoignage est capital. Ah oui, absolument crucial. Avant de succomber, elle donne des détails très précis. Elle identifie Alexander, qu'elle appelle Omdre. Elle décrit comment il les forçait à démembrer. Lui ne faisait rien, il riait. Et elle confirme le rôle de Ludmila. Oui, elle confirme sa présence constante, sa complicité. Elle l'appelle la grand-mère. Son témoignage lie la mère et le fils de façon irréfutable. Alexander, lui, s'était enfui par le toit quand la police est arrivée. Mais il est vite arrêté. Oui, quelques jours après. Apparemment, il rôdait autour de l'immeuble. Il est cueilli sans résistance majeure. Et l'enquête dans l'appartement révèle l'ampleur du massacre. C'est ça. Il trouve 80 jeux de vêtements ensanglantés. Des vêtements d'enfants surtout. Des bijoux, des photos polaroïdes des victimes. Et le journal intime d'Alexander. Qui détaille combien de meurtres. Il y détaille 19 meurtres. Et lors de l'interrogatoire, il avoue ces 19-là. Mais il parle aussi de dizaines d'autres victimes potentielles. Des pistes qui n'ont pas été creusées. Non, malheureusement. Manque de moyens, de volonté à l'époque. On ne saura jamais vraiment le nombre exact de ces victimes. C'est terrible pour les familles.
Au procès, il essaie de jouer la carte de la folie. Oui, après avoir avoué, il se rétracte et plaide la folie. Dans un premier temps, il est jugé sain d'esprit, condamné à mort, la peine existait encore, mais il y avait un moratoire. Puis, une contre-expertise conclut qu'il nécessite des soins psychiatriques à vie. Sa peine est donc commuée en internement à vie. Il serait toujours dans un hôpital psy spécialisé près de Volgograd. Et Ludmila. La mère. Malgré le témoignage d'Oula, malgré ses propres aveux sur le fait d'attirer les victimes, d'aider à cacher les corps, elle plaide non coupable. Oui, elle maintient sa position. Et elle est condamnée, mais à seulement 13 ans de prison. 13 ans. Ça paraît peu, vu son implication. C'est vrai que ça peut sembler très léger. Elle a purgé sa peine, elle est sortie en 2008, et depuis, elle vivrait avec sa fille. La sœur d'Alexander, celle qui n'a rien dit. Oui, elle n'a jamais été inquiétée par la justice, considérée comme simple témoin, alors qu'elle savait au moins pour les dernières victimes. Si on essaye de résumer cette affaire, c'est d'une brutalité, d'un sadisme extrême, le cannibalisme, le démembrement méthodique. Mais le point central, vraiment, c'est le rôle de la mère. Ah oui, absolument. Elle n'est pas juste complice. Elle est instigatrice, facilitatrice, protectrice. Elle est au cœur du système meurtrier de son fils. Et tout ça sur fond d'échec total des institutions. La psychiatrie qui relâche sans suivi, la police dépassée, peut-être un peu trop vite rassurée par les mensonges de Ludmila. Sans oublier le chaos social de l'époque. C'est vraiment la rencontre tragique entre une pathologie individuelle gravissime, une dynamique familiale totalement toxique et des failles béantes dans le système. C'est important aussi, je crois, de rappeler les noms des victimes qu'on a pu identifier. Pour leur mémoire, Eugenia Guselnikova, Alina Trazolianova, Alina Kotkina, Alexander Nosovitz, Olga Nosovitz, Dimitri Vorbiov, Arena Vorbiova, Elina Shakova, Natalia Voa, Chatalina, Galina, Olga, Anastasia Berdinova, Eugenia Barashkina. Et on pense aussi à toutes celles et ceux qui restent anonymes, dont les familles n'ont jamais eu de réponse. C'est une part immense de la tragédie. Tout à fait. Leur sort inconnu pèse lourd dans cette histoire. Au final, ce cas spécifie et montre de façon terrible comment le pire peut arriver et durer quand la toxicité d'une famille rencontre l'effondrement des protections sociales et institutionnelles. C'est pas juste l'histoire d'un monstre. Non, c'est aussi l'histoire d'un environnement qui a laissé ce monstre grandir et agir pendant trop longtemps. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour réfléchir. Oui. Quand tous les signaux d'alerte, même les plus petits, sont ignorés, minimisés, que ce soit par les proches ou par les institutions qui sont censées protéger, quelle est notre part de responsabilité collective dans cette tragédie ? Et comment on fait pour renforcer les filets de sécurité, pour détecter, pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard, surtout quand ces systèmes sont eux-mêmes fragiles ?